À la puberté, le phénotype sexuel va pleinement s'exprimer, puisque les garçons comme les filles, à la puberté, donc vers 12-13 ans pour les garçons, un petit peu plus tôt chez les filles, vont acquérir la capacité à procréer. Cela signifie que les appareils sexuels masculins et féminins vont devenir fonctionnels. Chez l'homme, il y aura une production continue de spermatozoïdes et d'hormones sexuelles, comme la testostérone, qui va agir sur des organes cibles afin de permettre le développement des caractères sexuels secondaires. Donc chez l'homme, on parle de la musculature, on parle de la mue de la voix, on parle du développement de la pilosité. Chez la femme, pareil, donc l'appareil sexuel acquiert la capacité à produire des ovocytes, donc des ovules vont être produits par les ovaires de façon cyclique, et puis également des hormones sexuelles comme les oestrogènes qui vont aussi agir sur des organes cibles afin de développer les caractères sexuels secondaires. Ça va être le développement de la poitrine, ça va être le développement des hanches, ça va être aussi un petit peu de pilosité. Voilà, et puis c'est aussi le déclenchement à la puberté des règles qui signifient donc que l'appareil reproducteur féminin devient fonctionnel. Un petit schéma pour récapituler tout ça. Donc c'est bien à partir de la 8e semaine de développement que les gonades vont se différencier et vont produire des hormones sexuelles en toute petite quantité. Elles vont agir au niveau des voies génitales internes et externes et vont contribuer à leur différenciation en voies génitales femelles ou mâles selon le genre des gonades. Donc selon si on développe des testicules, donc là on sera mâle, si on développe des ovaires, on sera femelle. Et donc cela aussi en fonction de l'équipement chromosomique des cellules, puisque je vous rappelle que la présence d'un chromosome Y va entraîner l'expression d'un gène SRY, et que la présence des chromosomes X va, alors c'est en cours de recherche, mais probablement activer l'expression d'un facteur Z, comme l'appellent les scientifiques. Et donc ici, vous avez des photos, donc des images, montrant les différentes étapes de développement, donc passant du stade indifférencié, donc 8 semaines de gestation, à la différenciation, donc ici pour une femelle, donc pour une femme, après 12 semaines, 14 semaines de gestation, et puis pareil pour les garçons, donc avec le développement notamment du pénis et des bourses, et chez les filles, développement du clitoris, du vagin et des grandes lèvres. Voilà, donc les organes génitaux externes, féminins et masculins, vont progressivement, petit à petit, se différencier. Alors ici, vous avez un document qui nous explique la mise en place de la fonctionnalité de l'appareil sexuel. Donc ce sont des documents tirés des livres de SVT. Et ces livres nous proposent donc déjà d'étranges assignations de genre, puisque le bleu est choisi pour expliquer ce qui se passe chez les garçons, et le rose va être choisi pour expliquer ce qui se passe chez les filles. Donc déjà, nous avons une assignation de genre qui peut paraître un petit peu bizarre. Bref, la puberté, donc c'est la période où le phénotype sexuel adulte va se mettre en place. Donc des cellules spécialisées dans les ovaires et dans les testicules vont libérer d'importantes quantités d'hormones sexuelles. Dans les testicules, ça va être la testostérone qui va être libérée et qui va être fabriquée par les cellules interstitielles ici dans les testicules. Donc dans les testicules, nous avons des tubes séminifères qui vont produire des spermatozoïdes, et entre ces tubes, nous avons des cellules interstitielles qui vont produire de la testostérone. Et donc on voit sur ce graphique que la production de testostérone commence à la puberté, donc à peu près en moyenne vers 12 ans, pour atteindre son maximum vers 16-17 ans, et va rester constante tout au long de la vie de l'individu, puisque l'homme a la capacité de produire des spermatozoïdes jusqu'à son décès. Chez la femme, ce sont les ovaires, donc ce sont les follicules donc qui sont ici représentés, qui vont
fabriquer et libérer des oestrogènes. L'action, donc du coup, les oestrogènes vont aussi permettre donc la maturation de l'appareil reproducteur et l'apparition des caractères sexuels secondaires. Donc un petit schéma bilan pour rappeler que le sexe est d'abord déterminé génétiquement, donc X, Y pour l'homme, XX pour les femmes, donc au moment de la fécondation. Et donc du coup, ce qui va entraîner la différenciation des gonades, donc des testicules chez les hommes, des ovaires chez les femmes. Les gonades vont produire des hormones qui vont permettre la mise en place du sexe. Donc les hormones chez l'homme, ce sera la testostérone et la MH, donc toutes deux produites par les testicules. La testostérone favorisant le développement des voies génitales masculines et la MH inhibant le développement des voies génitales féminines. L'augmentation de la production d'hormones au cours de la puberté va être responsable ensuite de la mise en place des caractères sexuels secondaires et de l'acquisition de la fonctionnalité des appareils génitaux. Voilà, donc on est ici. Donc à la puberté, les ovaires vont produire cycliquement des ovules en produisant des hormones, oestrogènes et progestérone. Et chez l'homme, les testicules vont produire la testostérone, qui sera responsable dans des caractères sexuels secondaires, mais qui permettra aussi d'avoir une production continue de spermatozoïdes. La deuxième partie va parler de la connaissance de la physiologie procréative, dit autrement, comment fonctionnent les appareils reproducteurs. Ici, on vous a mis un petit schéma qui vous explique comment sont produites les hormones. Les hormones, comme la testostérone, les oestrogènes, la progestérone par exemple, vont être produites par des cellules sécrétrices. Donc il y a des cellules qui vont produire ces hormones. Ces hormones vont ensuite rejoindre la circulation sanguine pour aller agir sur des organes cibles, donc des cellules cibles qui appartiennent à des organes du coup. Le but étant de modifier le métabolisme, donc le fonctionnement de la cellule. Ces cellules portent à leur surface des récepteurs sur lesquels vont se fixer les hormones pour former un complexe hormone-récepteur. Voilà, donc c'est ainsi que vont fonctionner donc les hormones sexuelles chez l'humain. Donc si on lit la définition ici, donc une hormone c'est une molécule chimique produite par une cellule endocrine. Donc endocrine ça veut dire que elle va agir par l'intermédiaire des vaisseaux sanguins sur des organes cibles et libérée dans le sang. La fixation de l'hormone sur son récepteur spécifique au niveau de la cellule cible provoque une modification de son activité. Donc le but des hormones est bien de modifier l'activité de cellules et donc d'un organe cible. Voici un schéma, un petit peu bilan du fonctionnement de l'appareil génital féminin. L'appareil génital féminin fonctionne de façon cyclique. Alors, le cycle va varier d'une femme à l'autre, mais en moyenne, on peut dire qu'il va durer 28 jours. Donc là, on vous l'a représenté ici, sur cette échelle ou sur celle-là. Donc c'est les échelles identiques. Cette durée peut être variable, hein, mais elle est globalement en moyenne de 28 jours. Donc chez une personne dont le cycle dure 28 jours, le premier jour des règles, donc qui est en fait le résultat de l'élimination de la muqueuse utérine, marque le début d'un nouveau cycle utérin. Au même moment, donc dans un des deux ovaires, ici, parfois les deux, un follicule termine sa maturation. Voilà, je vous rappelle également que les femmes disposent dès la naissance de l'ensemble de leur stock de follicules, donc plusieurs centaines de milliers de follicules, qui sont prêts et disponibles pour entrer en action au cours de chaque cycle. Donc ce follicule va, tout au long du cycle, donc sur les 14 premiers jours du cycle, se développer et puis ovuler au 14e jour. Donc je sélectionne un follicule qui se développe en croissance et qui au 14e jour va ovuler, c'est-à-dire qu'il va expulser
dans les voies génitales, donc dans les trompes de Fallope, l'ovule qui pourra être fécondé par un spermatozoïde. Au cours de son développement, ce follicule va libérer des hormones, notamment l'œstradiol. Et donc on voit ici la courbe en rouge que cette quantité d'hormones augmente petit à petit au cours de la première partie du cycle, donc au cours de la phase folliculaire, pour atteindre un maximum juste avant l'ovulation. L'œstradiol va agir sur la muqueuse utérine. Là, on va parler de phase prolifératrice, donc pour l'utérus, et donc en favorisant son développement. Voilà. Donc pendant jusqu'au 14e jour, donc la membrane utérine, donc l'endomètre, va se développer. Lorsque le follicule est mûr, je vous l'ai dit, la production d'œstradiol va être à son maximum. Et donc ce pic d'œstradiol va être enregistré par le cerveau, qui dispose de deux glandes, l'hypothalamus et l'hypophyse, qui forment un complexe. Et c'est le cerveau, du coup, qui va déclencher l'ovulation, en produisant lui aussi des hormones. Alors la FSH qui va activer la phase folliculaire, puis la LH qui va, elle, déclencher l'ovulation. Donc c'est bien une hormone libérée par le complexe hypothalamo-hypophysaire qui va déclencher l'ovulation en réponse à une forte concentration d'œstradiol qui informe donc le cerveau que le follicule est mûr et prêt à ovuler. Et donc le cerveau va libérer de grandes quantités de LH dans le système sanguin, cette hormone déclenchant ensuite l'ovulation. Sur la deuxième partie du cycle, on voit que l'œstradiol diminue. Et par contre, on a une autre hormone qui devient importante, c'est la progestérone. La progestérone va être, elle, produite par le corps jeune, puisque ce follicule est mûr, il va ensuite régresser petit à petit et va se transformer en corps jeune, qui va régresser et donc produire de la progestérone. Plus il régresse, moins il va produire de progestérone. La progestérone, c'est l'hormone de la nidation. Donc si on maintient élevé un taux de progestérone, la membrane utérine ne sera pas détruite. Si le taux de progestérone diminue à la fin du cycle, la membrane utérine sera détruite, donc on reviendra, on terminera le cycle et on redémarrera les règles. Si ce taux de progestérone diminue, cela signifie qu'il n'y a pas eu fécondation, puisque le maintien d'un taux de progestérone élevé sera fait par l'embryon une fois qu'il sera fixé sur l'utérus. Donc le corps jeune produit dans un premier temps de la progestérone. S'il n'y a pas de fécondation, le taux de progestérone diminue, destruction de la membrane utérine. S'il y a fécondation, le taux de progestérone reste élevé, et donc maintien de la membrane utérine, et donc pas de règles au cours du cycle suivant. Donc on le constate, les hormones ovariennes vont agir sur les cellules de la muqueuse utérine, et c'est donc bien la variation de ces hormones ovariennes, donc l'œstradiol et la progestérone, qui va modifier le fonctionnement des cellules de la muqueuse, donc d'abord en stimulant le développement de la muqueuse utérine, et pour la progestérone, pardon, en donnant un signal de la destruction de cette membrane en cas de diminution de la quantité de progestérone. Donc il y a bien une synchronisation entre la production d'hormones et le fonctionnement de l'utérus. Donc il en est de même de tous les organes qui vont posséder des récepteurs à l'œstradiol et à la progestérone. Donc on parle de la muqueuse vaginale, les cellules du col de l'utérus, les glandes mammaires, l'hypothalamus, l'hypophyse. Et par ailleurs, comme le fonctionnement des ovaires se fait de façon cyclique, l'ensemble des organes assujettis possèdent eux-mêmes un fonctionnement cyclique. Donc ensemble du cycle de la glaire cervicale par exemple, donc ça c'est la prochaine photo, puisque cette glaire cervicale va subir tout un tas de modifications très épaisse en début de cycle et en fin de cycle. Elle va devenir beaucoup plus fine en milieu de cycle, donc pareil, sous l'effet des hormones, pour pouvoir laisser passer les spermatozoïdes. Donc en début de cycle et en fin de cycle, cette glaire cervicale donc, va être épaisse, va donc empêcher les spermatozoïdes de passer, puisque la fertilité de la femme n'est pas faite, enfin n'est pas possible en début et en fin de cycle.